Les années 1800, c'est ce que l'on peut appeler les temps modernes. Nous allons en effet entrer dans la modernité grâce au développement de la science et de la technologie. Cette période est également animée de nombreux bouleversements politiques, notamment Napoléon. Mais ce qui nous importe, nous, plus philosophiquement, c'est que nous entrons dans l'ère des machines et non plus dans celui de l'outil, dans l'ère des entreprises, des manufactures et non plus dans l'ère de l'artisanat. Autrement dit, regardez autour de vous, il y a soit des machines à laver, télévision, climatisation, soit des outils, c'est vrai, peut-être que vous avez en face de vous un peigne ou un marteau, mais lui-même a été fabriqué de manière industrielle à très très grande échelle par des machines. Ces machines sont censées simplifier le travail de l'homme, comme par exemple la grue qui permet évidemment d'avoir plus de possibilités et moins de dangers que de faire le même travail avec des ouvriers, mais il va également créer une aliénation des ouvriers par le travail à la chaîne, le Fordisme, le Taylorisme, le travail de nuit, etc. On développe donc ainsi la machine à vapeur, puis l'électricité, le tout à l'égout se développe également, au moins dans une grande partie du monde, qui devient donc l'esclave des machines, qui lui donne pourtant à cet homme moderne de nombreuses nouvelles possibilités. Et ce n'est donc pas un hasard si de nombreuses préoccupations de l'époque tournent autour du thème du cours de l'histoire et du rapport de l'homme à son travail. Le premier grand philosophe de cette période est Hegel, philosophe très difficile à lire et dont la structure de pensée est toujours dialectique. Autrement dit, il insiste sur le fait que les contraires sont parfois si opposés qu'ils sont finalement très proches en un certain sens, et sur cette unité des contraires, cette unité de l'unité et de la différence en toute chose, que ce soit dans nos manières de penser ou dans la structure intime du monde qui nous entoure, de la nature. Il insiste également sur le fait que pour lui, le cours de l'histoire, justement, est dialectique et donc la raison s'oppose aux passions humaines, mais à travers cette opposition des passions humaines, oui, il est optimiste, il pense que quelque chose de l'ordre du divin, ce qu'il appelle l'esprit absolu, se réalise au cours de l'histoire humaine, qui n'est donc pas simplement un tissu d'absurdité, de violence, d'injustice et de hasard, mais possède bel et bien un sens profond. C'est ce qu'il appelle la ruse de la raison. Cette idée sera reprise par un autre philosophe, Marx, qui lui inversera en un sens ce que disait Hegel. C'est pour ça que l'on dit que Marx est un matérialiste historique, en pensant qu'en réalité, ce ne sont pas des forces surnaturelles qui guident inconsciemment l'histoire de l'homme vers quelque chose de plus raisonnable et de plus rationnel, mais les structures économiques et sociales bien concrètes, bien matérielles des sociétés dans lesquelles nous vivons et qui font que, inévitablement, nous allions passer de sociétés assez primitives, basées peut-être sur le troc, à des sociétés un peu plus développées et passer ainsi de l'Antiquité à la Renaissance, puis se développant la science, la technologie, on arrive à des époques plus modernes dans lesquelles les machines vont se développer, ainsi de suite. On arrive à une société que l'on appelle capitaliste, que Marx critique avec beaucoup de férocité, et il pense que les contradictions internes, les inégalités grandissantes, les injustices de ce système capitaliste fera qu'il s'effondrera lui-même, portant, pour ainsi dire, en lui-même le germe de son propre dépassement et de sa propre mort, ce qui est très hegelien et dialectique. D'ailleurs, les marxistes s'appelaient avant les jeunes hegeliens. Et il pense donc que le système capitaliste lui-même s'effondrera et nous fera passer à un système communiste, qu'on appelle aussi marxiste, dans lequel tous les hommes seront libres et égaux, les richesses seront partagées de façon équitable et il n'y aura plus de verticalité du pouvoir avec un État dominant, mais les hommes, comme dans une grande communauté, réussiront à faire société ensemble de manière harmonieuse. Évidemment, historiquement, à chaque fois que l'on a essayé d'appliquer ce modèle à la société capitaliste en passant à une société communiste, cela a donné une dictature. Je vous mets au défi de me trouver un seul pays dit communiste qui soit conforme aux aspirations humanistes et même écologistes en un sens de Marx. Donc pour des raisons que je ne développerai pas ici, mais qui sont structurelles et intimes dans l'idéologie même de Marx, évidemment cette utopie se transforme toujours en dystopie.
Dans la lignée de Hegel et de Marx, un autre philosophe sur lequel nous pouvons dire quelques mots est Auguste Comte, car lui aussi est optimiste en ce qui concerne le progrès de l'histoire. Il est scientifique de formation et pense que c'est le savoir scientifique qui permettra de dépasser toutes les superstitions et les fausses questions que l'on peut trouver en religion ou en métaphysique et donneront davantage de bonheur aux hommes grâce aux avancées de la médecine notamment. Il est positiviste, alors une connaissance positive en vieux français ça veut dire définitivement acquise, quelles que soient les futures découvertes que l'on pourrait faire. Par exemple, la température à laquelle l'eau bout ou gèle. Vous n'allez pas me faire croire qu'on va découvrir demain qu'on avait tort. Donc cette accumulation de connaissances positives fait que nous allons devenir de plus en plus savants et ce savoir étant partagé, nous allons être heureux dans les siècles à venir, la science réussissant à résoudre même les problèmes que la science elle-même pose. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça du positivisme, on appelle ça du scientisme, comme par exemple Elon Musk ou Mark Zuckerberg le sont. On est assez proche de ce qu'on appelle aussi le transhumanisme. Nous sommes les héritiers directs de cette façon de penser. L'idée étant que même si la science produit des choses négatives, il y aura toujours plus de positifs que de négatifs si on laisse la science s'épanouir. Raison pour laquelle la devise du Brésil est celle d'Auguste Comte, ordre et progrès. Dans la société, il faut de l'ordre pour ne pas que ce soit l'anarchie, mais le but n'est pas l'ordre, sans qu'on pourra avoir à faire une dictature, c'est le progrès. Et il en va de même en science, pour progresser et être plus heureux, nous devons également comprendre l'ordre de la nature, l'ordre du vivant, l'ordre du cosmos. Il est également l'inventeur, Auguste Comte, de la sociologie, cette science qui prétend connaître de façon statistique les comportements des humains, ce qui là encore peut nous permettre de mieux les comprendre et donc de vivre plus heureux tous ensemble. Les années 1800, c'est également Schopenhauer, philosophe très pessimiste, lui, donc à contre-courant de ses contemporains, car il pense qu'en réalité, tout ce que nous chérissons, le progrès scientifique, le bonheur, l'amitié, l'amour, etc., ne sont que des apparences et des leurres d'une grande force aveugle qui conduit toute chose à sa fin, puisque toute chose a en commun d'être apparue alors qu'elle aurait pu ne pas apparaître, de vieillir et de mourir, à part peut-être l'univers en sa totalité. Et donc cette grande force qu'il appelle la volonté ou le vouloir vivre nous pousse, nous les animaux, à essayer de manger, de nous reproduire avant de décéder et de laisser place indéfiniment, un peu comme le tonneau sans fond que les Danaïdes essayent de remplir, à une autre génération. Et tout cela est un jeu absurde, même assez douloureux, puisque en réalité, Schopenhauer insiste aussi là-dessus, si la vie était un long fleuve tranquille, ça irait encore, mais en réalité, ce qui caractérise le plus à l'échelle du vivant et même de l'humanité l'existence, c'est tout de même la crainte, l'ennui ou la douleur. Cela ne nous empêche pas de vouloir tout de même vivre et tout de même nous reproduire, sauf quelques petites exceptions, et donc pour lui, la vie ne mérite pas d'être vécue, et le fait de prendre conscience de cela, de philosopher sur la vie, ne peut en un sens qu'accentuer notre malheur, puisque nous cherchons désespérément toute notre vie à essayer de ne pas nous ouvrir les yeux sur cette vérité difficile à entendre. La vie n'est qu'un pendule qui oscille inlassablement entre la souffrance et l'ennui, comme le dit si bien Schopenhauer. Pourquoi est-ce que le suicide n'est pas une solution? Je n'insiste pas là-dessus, mais je l'ai développé dans d'autres petites vidéos. Et pour lui, la seule consolation serait peut-être quelques petits moments d'apitoiement envers nos semblables, ou la contemplation artistique, parce que pendant cette petite parenthèse d'éternité, nous sommes à l'abri de ce remue-ménage de la vie, de cette pièce de théâtre ridicule et douloureuse que l'on appelle l'existence et qui n'est guidée que par un vouloir vivre aveugle. Enfin, pour clore ce siècle, un philosophe inclassable sur lequel je ne dirai que quelques mots, car là encore d'autres vidéos sont disponibles, qui est à la fois philosophe, poète, littéraire et philologue, c'est Nietzsche. Donc lui est un antidote à la philosophie déprimante de Schopenhauer, car c'est une philosophie de la joie, non pas parce qu'il est naïvement ébahi devant le fait que nous ayons la chance de vivre, mais parce qu'il pense que le véritable courage, ce n'est pas de nier ce que dit Schopenhauer quant à l'absurdité de l'existence, mais au contraire de l'assumer et de l'accepter joyeusement. Donc il critique notamment les morales traditionnalistes, la religion, la métaphysique,
car elles sont créatrices d'autres mondes, d'arrière-mondes, comme il dit. Des mondes, des valeurs, à l'aune desquelles nous allons juger si la vie vaut la peine d'être vécue ou non. Et Nietzsche, lui, estime que ce qu'il appelle le surhomme serait une personne capable d'aimer la vie dans tout ce qu'elle a de beau et de laid, d'agréable et de douloureux, de sensé et d'absurde, d'inventer sa propre table des valeurs, si l'on veut, et d'affronter la vie un peu comme un enfant, l'enfant joueur, comme il dit, qui ne se pose pas toutes ces questions sur l'existence, mais est simplement naturellement, à moins qu'il soit en mauvaise santé, très heureux de vivre et capable d'affirmer la vie pour elle-même. C'est ce que l'homme, peut-être surtout l'homme occidental, rationaliste, rigoureux, moraliste, sérieux, n'est pas pour lui capable de faire, et donc il essaye de construire une philosophie de la vie à l'aide d'ouvrages eux-mêmes très rythmés, très percutants et très joyeux, des aphorismes, des punchlines comme on dirait aujourd'hui, et de nous faire aimer la vie dans ce qu'elle a de plus grand et de ce qu'elle a de plus triste.